Cette matinée, nous avons l'immense privilège d'accueillir une icône du cinéma marocain et une voix audacieuse du 7e art. Un homme dont les œuvres sont bien plus qu'un simple divertissement. Mesdames et messieurs, Monsieur Nabil Ayouch. Il n'a plus besoin d'être présenté, tant son nom est associé à des œuvres marquantes et engagées. Mais nous allons tout de même dresser son portrait pour ceux ou celles qui découvriront aujourd'hui une figure emblématique du cinéma marocain. Ce n'est pas nous qui le disons, mais la presse, visiblement très fan de lui, vu l'encre qu'il fait couler à chaque sortie. Narrateur des émotions profondes, révélateur de réalités souvent invisibles, Nabil Ayouch est bien plus qu'un simple réalisateur. Il est un conteur visionnaire, une voix qui interroge et une force créative qui inspire. Cinéaste, producteur, scénariste, mais aussi pyromane, vu les flammes et les polémiques qu'il enclenche après chaque sortie de film. Nabil Ayouch, c'est un peu le DJ Khaled du cinéma engagé. Après chaque polémique, il répète « Another one ». Monsieur Ayouch, nous avons hâte d'être transportés par votre vision, votre passion, mais surtout vos récits qui osent là où tant d'autres hésitent. Remontons aux origines. Né à Sarcelles, il débute son voyage dans le domaine artistique avec des études de commerce, avant de se tourner vers la réalisation et l'écriture. Mais très vite, il comprend que son cœur bat pour raconter des histoires qui touchent, émeuvent et bousculent. Il rentre au Maroc avec une vision claire et une énergie débordante, c'est de donner la voix à ceux qu'on entend rarement. Sa carrière commence en 1997 avec le film Mektoub, un titre qui signifie destin. Effectivement, c'était son destin de ne pas plaire à tout le monde. Nabil Ayouch, c'est un peu le chef cuistot du cinéma marocain, toujours prêt à mijoter des plats pour émerveiller et sublimer les consciences. Sa carrière commence avec le film 2000, Ali Zawa, Prince de la vie, un mélange de tendresse, de sensibilité avec une pincée de poésie. Depuis, il ne lâche pas sa spatule. Avec Les Chevaux de Dieu en 2012, il nous sert un plat épicé sur la radicalisation, à savourer avec du courage. Puis, en 2015, il met tout le monde au défi d'avaler Much Loved, un plat bien trop audacieux pour certains palais marocains, mais c'est d'ailleurs l'occasion pour lui de mettre en exergue la réalité de la prostitution au Maroc. Enfin, en 2021, il présente à Cannes haut et fort un dessert hip-hop vibrant et sucré, on a assez du plat, un dessert hip-hop vibrant et sucré, et qui traite sur les rêves effervescents de la jeunesse marocaine. Chaque œuvre avec M. Ayouch est une création unique, parfois surprenante, mais toujours pleine de saveurs. Dans un monde idéal, les films de Nabil Ayouch devraient être considérés comme de la science-fiction. Mais dans le nôtre, ils ressemblent à des documentaires déguisés. Lorsqu'on regarde la filmographie de M. Nabil Ayouch, on se dit qu'il a un vrai talent, celui de transformer des sujets tabous en sujets match-loved ou match-hated. Cela dépend de quel côté vous êtes. Derrière les écrans, Nabil Ayouch est un vrai acteur de la démocratisation de l'art et de la culture. Fondateur du centre culturel de Sidi Moumen à Casablanca, il offre aux jeunes les plus défavorisés un espace pour s'émanciper, pour s'exprimer, mais aussi pour dénoncer. Nabil Ayouch a réellement révolutionné le cinéma marocain. Il l'a façonné à sa manière, en faisant un outil de changement et de dénonciation. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vous plonger dans l'univers d'un homme dont l'engagement sans faille et la vision audacieuse ont profondément marqué le monde du cinéma. Un créateur qui ose aborder les sujets les plus délicats, tout en donnant une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Alors, sans plus attendre, je vous demande d'applaudir chaleureusement et avec toute l'énergie qui caractérise notre cher royaume le Maroc et notre belle institution l'ESSEC, l'invité de cette matinée, Monsieur Nabil Ayouch. Merci Ismaël et Simo pour ce portrait. Nabil Ayouch, comme la tradition le veut, vous avez un coup droit de réponse. Qu'avez-vous à leur dire? D'abord qu'ils sont très doués, tous les deux. Je vois qu'à l'ESSEC, vous êtes formés aussi à l'art oratoire. Et rectifier peut-être 2-3 petites choses. Je ne suis pas né à Sarcelles, je suis né à Paris, où mes parents, ma mère française et mon père marocain, se sont rencontrés dans une queue en achetant des bouquins à la fac. Et après 3 années passées de chambre de bonne en chambre de bonne, mon père a proposé à ma mère de venir habiter au Maroc avec lui parce qu'il avait décidé de rentrer et il faisait du théâtre à l'époque. Et j'ai passé 1 an et demi, quand j'étais petit, 1 an et demi, 2 ans à Casa, de 3 à 5 ans, avant de retourner en France et cette fois-ci de m'installer à Sarcelles. Voilà. Et puis peut-être aussi pour vous donner un autre repère temporel,
C'est vrai que Mektoub est mon premier long métrage, mais ça n'a pas été ma première rencontre avec le cinéma. J'ai fait 3 courts-métrages avant, dont un premier qui s'appelle Les Pierres Bleues du désert, qui garde une place très particulière à mon cœur pour ce qu'il raconte de mon histoire personnelle, et puis pour une rencontre avec un jeune petit comédien de 14 ans qui a fait du chemin depuis. Nous vous remercions pour votre réponse. Et bien maintenant, nous allons passer à une partie introductive où nous allons évoquer rien d'autre que la sortie de votre nouveau film Everybody Loves Touda. Donc le monde avait les yeux rivés sur le Maroc, notamment avec le Festival international du film de Marrakech, et donc où vous avez pu projeter justement ce film, où Touda est donc une femme qui rêve de devenir Shira. Comment a été reçu le film? Ah, merveilleusement bien. J'ai décidé avec Nisrine Erhadi, l'actrice, et toute l'équipe du film de m'installer en plein milieu du public. Vous savez, le palais des congrès de Marrakech, c'est ça, l'immense, à 3 étages. Et de sentir les vibrations de ce public, parce qu'on avait fait le tour du monde depuis 6 mois, sa première présentation au Festival de Cannes avec le film, mais on avait quand même une certaine frustration, je dois le dire, pour un film qui porte autant de marocanité à travers ce personnage de jeune femme qui rêve de devenir Shira et de la Haïta, qui fait partie du patrimoine marocain. Il nous manquait cette rencontre avec le public, et on l'a senti vibrer, rire, pleurer avec ce personnage, avec le film. C'était très beau. Et nous savons tous donc que cette édition du Festival international du film de Marrakech n'est pas votre première. Quel a été votre ressenti, pas à toutes les éditions, mais quel a été votre ressenti général à ces éditions-là, mais aussi en quoi celle-ci était différente? Festival Marrakech, oui, c'est un endroit que je connais depuis la première année. J'avais été contacté par son fondateur, Daniel Toscan du Plantier, en 2000, au moment de lancer la première édition, c'était l'année d'après, et il m'avait fait part de ses ambitions et de la manière dont il avait envie de trouver une place à cet événement entre le Nord, le Sud, l'Orient, l'Occident, comme un carrefour de rencontres, et de faire un festival avec une vraie ambition internationale. Et on est devenus assez proches, Daniel Toscan du Plantier et moi, pendant les 2-3 premières éditions du festival. Ensuite, il est mort, malheureusement. Alors sa femme, Mélita, a repris ensuite le flambeau avec des équipes formidables, Salah Aichi, Ali Haji, Rémi Bonheur. Il y a vraiment des gens de grande qualité dans ce festival, tout en maintenant cette exigence et en la développant, puisqu'ils ont réussi à créer des sections où les films de la région sont très représentés, comme le 11e continent, et ils ont réussi aussi à donner du sens, tout en gardant le côté strass, paillettes, qui donne une vraie dimension à l'international au festival, en invitant des stars dans le jury et ailleurs pour des conversations, en créant les ateliers de l'Atlas, qui est un endroit où les jeunes porteurs de projets qui veulent développer des films peuvent aller au contact de professionnels, présenter leurs projets et parfois même commencer à les financer. Débutons donc cette conférence par une première partie, Nabil Ayouch, où on va s'intéresser à votre parcours et comment ce parcours est venu façonner votre vision du cinéma. Et donc, vous n'êtes pas né à Sarcelles, mais vous y avez passé quelques temps, notamment à la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarcelles, où vous avez côtoyé diverses formes d'art et où cette maison est souvent le passage qui initie les jeunes à cet art-là. Comment ce passage a façonné votre vision de la culture d'abord et ensuite du cinéma? C'est un passage qui l'a complètement façonné, le mot est juste, construit même pendant tout le reste de ma vie. Je m'en souviens encore très très fort. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y aurait peut-être des jeunes de la MJC de Sarcelles aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Ils ne sont pas là. Alors c'est vraiment un lieu qui a été emblématique pour moi pendant 10 ans, de 5 à 15 ans. J'ai fréquenté assidûment dans ce Sarcelles qui ressemblait un peu à une tour de Babel, avec toutes les communautés juives, arabes, musulmanes, turques, chinoises, l'Afrique subsaharienne. Enfin, c'était vraiment quelque chose, Sarcelles. J'ai fréquenté ce lieu un peu comme un îlot de verdure au milieu des bars HLM, et j'y ai retrouvé une manière de
d'apprendre à m'aimer d'abord, et puis d'apprendre à m'exprimer, d'apprendre à porter un regard sur le monde, qui assez vite est devenu un regard assez politique d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Sarcelles, c'était la banlieue rouge, cette ceinture de banlieue autour de Paris tenue par des maires communistes. Et j'allais fréquenter ce forum des Cholettes avec ce désir de me voir transmettre par les éducateurs sociaux des outils pour démarrer dans la vie. Et ces outils, c'était des outils artistiques, du théâtre, des claquettes. J'apprenais à chanter, je passais mes journées à la bibliothèque, assis entre les rangées, à dévorer des bouquins. Et il y avait une annexe dans le vieux Sarcelles, parce qu'il y a le Sarcelles Lochère, qui est le Sarcelles neuf, et puis il y avait aussi le village, le vieux Sarcelles, il y avait une annexe qui passait des films de cinéma, et c'était des films très militants, forcément. Donc j'ai appris à regarder le cinéma à travers les premiers films de Chaplin, Buster Keaton, Eisenstein, le cuirassé Potemkin, tous ces films-là. Et ça a forgé un regard pour le petit enfant que j'étais, qui était baladé entre des identités plurielles, des cultures plurielles, des religions plurielles. Ma mère était juive, mon père était musulman, enfin ils le sont encore. Mère française qui a quitté sa Tunisie en 61 avec sa famille pour arriver et s'installer en France. Père marocain. École laïque républicaine, parce que j'ai fait toute ma scolarité à l'école primaire Albert Camus, au collège Évariste Galois de Sarcelles, donc dans une éducation totalement laïque. D'ailleurs, mes parents étaient laïcs eux aussi. Et donc, voilà, baladé entre tout ça, j'avais besoin de repères. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ces repères, ça a été la MJC de Sarcelles. Si je ne me trompe pas, vous vouliez être acteur au départ. Oui, en tout cas, j'ai ressenti un furieux besoin de laisser sortir des choses, de m'exprimer. Et pourquoi être passé derrière la caméra plutôt que devant? Parce que pendant les 3 ans où j'ai essayé de faire l'acteur, j'ai essayé parce que je n'arrivais pas à dépasser une certaine forme de pudeur. Et quand on veut faire l'acteur, on a besoin à un moment de se mettre à nu sur une scène devant un public et d'être capable de dire qui on est, mais sans aucune pudeur, en interprétant évidemment un personnage, mais en étant capable de se livrer. Et moi, je n'étais pas, à l'époque en tout cas, complètement capable de me livrer. J'étais très timide et très pudique. Et donc je me suis dit que ce serait pas la bonne chose pour moi, le bon biais d'expression. À l'époque, c'était à Paris, tout ça, et j'avais envie d'espace. Et la scène de théâtre était un peu trop étriquée pour moi. Et j'avais envie d'espace à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais c'est venu par la suite, pour aller rencontrer une identité qu'on ne m'avait jamais apprise quand j'étais gamin, qui est l'identité marocaine. Parce que j'ai grandi vraiment dans cet univers français, dans cette petite banlieue. Alors, 3 fois par an, j'allais au Maroc voir mon père et mes grands-parents à Fès, mon père qui habitait à Casablanca, et donc j'avais appréhendé des bouts de Maroc, parce que pour moi, c'est Maroc profond, il est ailleurs, et des bouts de Maroc dans ces grandes villes, mais je ne m'estimais pas du tout connaître cette identité. Je sentais qu'il y avait une espèce d'appel du large, quelque chose de plus profond à aller chercher, et je suis allé y chercher à travers la caméra, et assez rapidement, j'ai décidé d'écrire ce petit court-métrage avec Jamel Debbouze, qui s'appelle Les Pierres Bleues du désert, dont je vous parlais tout à l'heure, pour aller rencontrer ce Maroc. Et mes premiers émois, et ma première rencontre, et mon premier choc amoureux avec ce pays, ça a été Taroudan, Tiznit, Tafraout. Ça a été les 3 premiers endroits où j'ai tourné ce film quand j'avais 22 ou 23 ans, je ne me rappelle plus. Et bien justement, vous faites une très belle transition, puisque justement, nous allons parler de ce film-là, qui a été l'un de vos premiers films que vous avez réalisé, donc en 92, qui a été donc, finalement le point de départ de votre carrière en tant que réalisateur. Pour un petit résumé pour tous, eh bien, ce projet met en scène un jeune adolescent qui vit modestement avec toute sa famille dans une ville reculée, dans un village très reculé au Maroc. Et c'est une personne qui n'a jamais voyagé, mais qui n'avait qu'une seule obsession, c'était justement les pierres bleues du désert. Et donc, ma question, c'est comment cette première expérience a pu marquer le jeune réalisateur que vous étiez, et tant sur votre vision artistique que sur la technique de réalisation, par exemple.
C'était une époque, pour ne rien vous cacher, où je ne maîtrisais pas tellement la technique. Et la technique, en plus, ne m'intéressait pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de m'exprimer, de raconter un point de vue sur le monde et surtout de raconter qui j'étais à travers les films, parce qu'on met toujours une grande part d'autobiographie dans ce qu'on fait, en tout cas au démarrage. Et j'avais dessiné ce personnage de Najib, ce jeune adolescent un peu à l'image de ce que j'étais moi à cette époque-là et la manière dont je me ressentais. Et c'est-à-dire un jeune adolescent qui était un peu coupé de son environnement, qui vivait assez seul et qui avait un seul point de repère, c'est sa mère, qui était la seule personne qu'il comprenait, et qui rêvait d'accomplissement et de régénérescence. Et ce rêve, cet idéal, il était porté par ces pierres bleues qui existeraient quelque part dans le désert. Évidemment, personne dans sa communauté ne le croyait. Tout le monde le vilipendait, l'ostracisait, et lui, il avait malgré tout ce rêve, et il s'y attachait mordicus, et il finit par partir et aller trouver ses pierres bleues. C'est un film fondateur, évidemment, de tout ce qui allait venir par la suite, Mektoub et notamment Alizor. Ouais, je suppose que pendant la réalisation de ce film, justement, vous avez pu rencontrer un certain nombre de contraintes. Quelles sont-elles, et comment avez-vous pu, à ce moment-là, les surmonter? On rencontre toujours des contraintes dès qu'on entreprend quelque chose, et à partir du moment où on fait du cinéma et qu'on débute, la première contrainte, elle était financière, et puis la deuxième, c'était la langue, parce que je ne parlais pas arabe à l'époque, et il fallait que je dirige, alors jamais lui parler français, mais toute une série de brochettes de comédiens marocains qui ont été très bienveillants avec moi. Il fallait que je dirige avec les quelques mots d'arabe de Dalija que je maîtrisais. C'était pas évident, et puis ensuite, il y a eu les contraintes liées on parle du Maroc du début des années 90, donc liées à l'éloignement des grandes villes et d'aller tourner dans des grands espaces sauvages qu'il faut domestiquer. Mais bon, je les ai retrouvés plus tard dans mon cinéma, et je dirais que ces contraintes, elles sont aussi, quelque part, elles participent au processus créatif. On vous remercie pour ces clés de lecture qui nous aident à comprendre votre parcours. On va passer maintenant à la deuxième partie de la conférence. On va s'intéresser au cinéma comme vecteur d'engagement social et essayer de comprendre comment vos films se font des agents de ces débats publics, de ces débats sociaux, et mieux comprendre votre parcours créatif. Clairement, votre cinéma est incontestablement engagé. Vous traitez de sujets et de débats qui sont très controversés, qui invitent au débat et à la réflexion commune et sociale. Et derrière cette approche se cache sans doute une démarche précise où chaque œuvre semble être le fruit d'une immersion dans de nouveaux univers qui sont riches et complexes en même temps. Et donc, comment choisissez-vous le ou les thèmes que vous voulez aborder dans un de vos films? Et par quel moyen arrivez-vous à humaniser les personnages au-delà des étiquettes sociales? Alors, je vais peut-être vous surprendre parce que c'est une idée qui circule couramment, mais je ne choisis pas mes films par rapport à des thèmes, par rapport à des sujets. Je ne fais pas des films à thèse, je m'y suis toujours refusé, et surtout parce que je pense qu'un sujet en soi n'est intéressant que s'il est porté. Mais je me rends compte des sujets qui sont débattus autour de mes films qu'une fois que le film est en marche. Mes films partent toujours, en tout cas mon désir de cinéma part toujours d'une rencontre avec l'humain, avec des personnes. Voilà. C'est l'humain qui m'accroche, c'est l'humain qui me donne envie de le ou les raconter, et qui enclenche l'écriture d'un scénario. Et souvent, c'est un humain qui soit me touche, soit m'inspire, soit parfois me révolte, ou me bouleverse, ou me met dans une grande colère. Et c'est ces sentiments mélangés qui sont au départ et qui enclenchent véritablement le processus créatif. Justement, on voulait vous demander si vous avez une anecdote d'une rencontre qui vous a particulièrement bouleversé et particulièrement ému et qui vous a poussé ou en tout cas mis sur la piste d'un certain thème. J'en ai beaucoup parce que tous mes films sont jalonnés de rencontres. Que ce soit Najat Moujid, la présidente de l'association Beïti
à l'époque où je décide de démarrer à l'Isawa, que ce soit ces jeunes des quartiers de Sidi Boumen à l'époque où je lance les Chevaux de Dieu, ou que ce soit ces quatre filles qui un jour, quatre filles de Marrakech qui un jour appellent mon directeur de casting et lui disent on a une histoire à raconter, on a notre histoire à raconter, et la seule personne à qui on voudrait la raconter, c'est lui. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le rencontrer? Et donc, il m'appelle et je prends ma voiture, je vais à Marrakech pendant 2 jours avec elle et j'écoute leurs histoires de vie. Et je me souviens du trajet du retour dans la voiture vers Casa où j'ai pleuré pendant 2h30. Et je me suis dit, je vais faire un film et je vais les raconter. Ce film, c'était Much Love. Voilà. Et donc, toujours par la suite, des rencontres humaines et c'est ma seule passion finalement, l'être humain. Nabil Ayouch, vous représentez ce qui choque, provoque, mais vous voulez savoir quel débat vous vouliez créer au sein même des foyers marocains, dans le sens où, après le visionnage d'un de vos films, quelle discussion voulez-vous qu'il y ait autour d'une table marocaine au sein du foyer familial? C'est une vaste question. Je crois qu'on est... Enfin, il faut que je revienne un peu en arrière et ma réponse risque d'être un peu longue. Je pense qu'on est qui on est parce qu'on a eu le parcours qu'on a eu. J'ai commencé par vous résumer un peu brièvement tout à l'heure, mais c'est vrai que mon parcours, il est spécifique dans le sens où je ne suis pas né, je n'ai pas grandi au Maroc, je n'ai pas été à l'IOT, à Descartes, et je n'ai pas connu un certain monde qui correspondait à la catégorie sociale de mon père. J'ai grandi avec ma mère qui était prof dans des collèges de banlieue, pas très loin d'ailleurs, on habitait donc au Val d'Oise, à Sarcelles, et puis elle allait un jour à Beauvais, un jour à Pierrefitte, un jour à Stein, enfin une année, chaque fois elle tournait dans tous les collèges de banlieue, elle se réveillait le matin tôt, et elle allait bosser, et puis moi je me démerdais pour préparer, aller à l'école primaire. Ensuite, il y a eu mon frère, pareil, l'accompagnait à la crèche, etc., etc. Donc j'ai grandi dans un environnement, très loin du Maroc dont je parle aujourd'hui. Et avec ce sentiment un peu de, quand on grandit en banlieue, surtout dans une ville très communautariste, avec ce sentiment un peu de marginalité. Voilà. De spécificité, de marginalité, de différence, ou de droit à la différence, ou de peur de la différence, ça dépend de comment. Mais en tout cas, d'écoute vis-à-vis de cette forme de marginalité, parce que Paris, c'était la grande ville, elle était tout près la nuit, parce qu'on voyait les lumières briller, on a l'impression de pouvoir les toucher du doigt, et en même temps, c'était toute une entreprise pour nous, pour aller à Paris, parce qu'on prenait le RER, le train, et puis on arrivait à la capitale, et on savait quand on arrivait, mais on ne savait pas comment on allait rentrer, parce qu'à minuit c'était terminé, donc des fois on dormait sur les bancs à la gare du Nord. Et c'était une très belle période, mais en même temps une période qui m'a forgé d'une certaine manière. Et comme je disais, mes rencontres avec le Maroc, à l'époque, elles étaient assez irrégulières, et c'était souvent rythmé par des vacances, mais en même temps j'étais à l'écoute de cette société, de ma famille marocaine, de ces lieux dans lesquels j'évoluais, et très dubitatif, très interrogatif par rapport à certains éléments de construction des rapports sociaux. Alors d'abord les rapports de caste, ça c'est quelque chose qui m'a interpellé tout de suite. Et puis ensuite, donc, tout ce qui touche au débat intergénérationnel et au débat sociétal. Et j'étais assez étonné par l'absence de débat, par l'absence d'esprit critique, par l'absence de capacité qu'on avait à se regarder ou à ne pas se regarder, à voir ou à ne pas voir des éléments fondateurs de ce qui fait une société moderne. Voilà. Et le troisième pilier, la troisième chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est le sort, entre guillemets, réservé aux minorités, aux marginaux, justement.
à des gens qu'on fait tout pour ne pas voir, pour ne pas écouter, qu'on met de côté, tout en sachant qu'ils sont là, qu'ils sont parmi nous. Et quand on les met bout à bout, d'ailleurs, toutes ces minorités, elles constituent une forme de majorité, constituent une forme d'armée de l'ombre qui est là, que ce soit des minorités sexuelles, religieuses, des métiers qu'on ne veut pas voir, des femmes qu'on ne veut pas regarder, etc. etc. Ces gens-là, je me suis senti un intérêt et un attrait pour eux très rapidement, venant de là où je venais. Et en même temps, j'ai trouvé passionnant dans ce qu'ils avaient à raconter. Donc je passais beaucoup de temps avec eux, à les écouter. Et je me disais, mais bon sang, mais comment se fait-il, comment on va pouvoir grandir, d'abord en donnant à la femme une place inférieure à celle de l'homme. Déjà, c'est le premier truc qui m'interpellait, parce que moi j'ai grandi avec une mère combative, guerrière, qui se battait et qui a dessiné tout de suite, chez le petit enfant que j'étais, une figure de femme forte. Donc c'est ces femmes-là que je représente ensuite dans mon cinéma. Et c'est comme ça que je vois les femmes, pas comme des victimes, et pas comme des inférieures de l'homme, mais au contraire, comme des femmes avec qui doivent apporter, et qui apportent d'ailleurs, souvent d'ailleurs en dehors des grands centres urbains, la femme au Maroc et la société très matriarcale, et qui apporte énormément à l'économie du pays. Mais qu'on n'acceptait pas de regarder à cette place-là, et qu'on a encore du mal aujourd'hui à regarder à cette place-là. Et puis, ces gens dont je parle ensuite dans mes films, qui sont des éléments complètement partie prenante, constructive, passionnante de la société marocaine, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Et naturellement, inconsciemment, mon cinéma s'est forgé autour de cette catégorie de la population. C'est devenu un cinéma à mi-chemin entre le social, le politique, l'humain, avec ces rencontres donc, qui sont à l'origine de tous ces films, et avec une volonté farouche, je pense, de ma part, parce qu'en cours de route, j'ai rencontré l'âme et la profondeur de l'âme de ce pays, et que j'en suis tombé éperdument amoureux. Il y a un sentiment, une attache très très forte qui s'est créée avec le Maroc, une volonté farouche d'ouvrir des esprits, d'ouvrir des consciences, de guérir des blessures, conscient du mal que ça fait à une société, de refuser de débattre, de refuser de parler, de refuser de voir et d'entendre. Mais comment est-ce qu'on débat dans une société qui est très pudique, où la pudeur manque religion? Comment est-ce qu'on peut arriver à créer cette discussion-là et lever ce voile de la pudeur? En affirmant haut et fort un point de vue, tout simplement. Quel que soit le niveau de pudeur de la société, il y a des gens au Maroc qui sont pas forcément majoritaires, mais qui sont prêts à entendre un point de vue. Et la meilleure manière de poser une pierre dans le débat public, c'est d'affirmer un point de vue. Alors pour ça, il faut être prêt à ne pas être aimé par la majorité. Il faut être prêt à être clivant, comme on dit. Il faut être prêt à ce qu'il y ait des gens qui vous disent « mais attendez, c'est honteux, c'est scandaleux, on ne devrait pas parler de ces choses-là, on devrait continuer à détourner le regard. Comment osez-vous ?» Et à partir du moment où on est prêt, tous les champs du possible s'ouvrent. Et pour moi, ça a toujours été bien plus important d'être compris que d'être aimé. Même si j'aime qu'on m'aime, évidemment, comme tout le monde. Mais je crois que, porté par cet amour pour ce pays, je me suis dit qu'il y avait plusieurs manières de l'aimer. Et en tout cas, moi, il y a une manière qui ne me plaisait pas du tout, et qui ne me plaît toujours pas du tout, c'est cette espèce de patriotisme en carton qui consiste à dire « Vive le Maroc » à tous les coins de rue, il ne faut jamais dire du mal de quoi que ce soit, il faut parler des autoroutes, des infrastructures et dire que tout va bien en permanence. Moi, c'est quelque chose qui me laisse très froid, à distance. Moi, je pense que la meilleure manière d'aimer, que ce soit un pays ou une personne, c'est d'apporter sa construction à l'édifice de ce pays et d'être capable de dire ce qui est beau et d'être capable de dire ce qui est moins. Alors, quand je fais le tour du monde avec mes films,
Il y a beaucoup de gens, hier encore j'étais dans un débat public ici en France, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils voient la beauté des êtres et du Maroc à travers mes films. Et je suis parfois un peu triste quand au Maroc on me dit « Ah, mais vous parlez des choses qui abîment l'image du Maroc ». On ne parle pas des choses qui abîment l'image du Maroc, et puis la question c'est pas l'image du Maroc. Donc il faut se guérir de cette blessure narcissique, il faut au contraire imaginer qu'un pays est grand, un pays est fort à partir du moment où un pays est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il peut apporter au monde, avec ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, comme partout ailleurs, j'ai envie de dire. En sortant Much Loved, en tout cas dans le débat public marocain, on a plus eu l'impression qu'on débattait de la légitimité de l'existence du film plutôt que des thématiques du film. Est-ce que c'était voulu? C'est un aspect que vous vouliez inclure? Et est-ce que vous avez l'impression qu'on est passé un peu à côté de l'objectif du film dans le débat public? Oui et non. Alors, vous avez raison. Malheureusement, mais tout a été fait à l'époque par le gouvernement conservateur et le ministre de la Culture qui a interdit le film pour ça. Vous avez raison, assez rapidement, la question n'était pas est-ce que vous êtes choqué par ce que raconte le film et ce qui se passe, mais est-ce que vous êtes choqué par le film? Est-ce que ce film devrait exister ou pas? Et la question elle a été tranchée très vite, puisque le film a été interdit de manière illégale et brutale par ce ministre à l'époque. Là où ce qui aurait dû normalement être déclenché par le film, c'est un débat de société. Alors il n'a pas été autorisé à sortir, donc il n'y a pas eu dans un premier mouvement ce débat de société. En revanche, grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait qu'il était diffusé par Canal+, Arte, enfin toute une série de plateformes à l'étranger captées au Maroc, le public marocain a pu voir le film tel qu'il était vraiment. Je dis tel qu'il était vraiment parce qu'il y a eu une fuite de rush, malheureusement, à l'époque, qui avait été orchestrée, et donc les gens se sont fait une fausse idée de ce qu'était le film pendant un bon moment. Et là, il y a eu un débat qui a pu véritablement commencer. Il n'était pas officiel, mais en tout cas, il a permis une ouverture de la parole et une ouverture des consciences. Et dans les mois, les années qui ont suivi, et encore jusqu'à maintenant, on parle de prostitution. On parle de ces femmes. On parle des clients. Des clients se font arrêter, mettre en prison pour des abus. C'est des choses qui étaient absolument impensables à l'époque. Donc ça a libéré une parole. Ces femmes ont commencé à s'exprimer, on a commencé à les voir. Et moi je pense que c'est le début de quelque chose, et qu'on le veuille ou non, du coup, ça fait partie du débat. Et parfois le débat passe par des chemins un peu sinueux, un peu rocailleux. Ça a été le cas à l'époque de Much Loved, mais in fine, le film a contribué, je pense, ça c'est aussi un peu à vous de me dire votre ressenti, mais il a contribué en tout cas à ouvrir les yeux, à mettre en lumière un phénomène qui, encore une fois, dont on ne doit pas rougir, parce que la prostitution, elle existe partout dans le monde à des degrés divers, mais qu'on doit juste prendre en considération, parce que c'est un vrai sujet sociétal sur lequel le cinéma a un droit de regard. Qu'on le veuille ou non, un artiste, un cinéaste a un droit de regard qui est forcément subjectif, puisque c'est le sien. Comme vous l'avez dit précédemment, vos films, nous le savons tous, ont un retentissement mondial. Mais les spectateurs sont de perceptions assez variées. On a d'un côté les internationaux qui vont regarder un film ou voir une œuvre universelle, tandis que de l'autre côté, nous avons les Marocains. Les Marocains qui se sentent exposés face à leur réalité, qui est complexe. Et donc, là, on peut penser plus précisément à Razia, par exemple, où on a donc des récits croisés qui explorent l'intolérance, les inégalités, ainsi que la quête de la liberté. Comment parvenez-vous donc à engager des réflexions chez le public marocain, tout en rendant des complexités propres à la société marocaine compréhensibles à ce public international? Tout simplement en considérant le public marocain comme adulte, comme mûr, là où on veut l'infantiliser.
la plupart du temps, en lui disant « Oh là là, il ne faut surtout pas que tu vois ça ou ça, t'es pas prêt, c'est pas bien, chauvin. On va l'interdire, c'est plus simple. » Ou alors on va détourner le sujet vers des faux sujets pour pas créer un débat. Moi, j'ai tendance à considérer le public marocain comme un public mûr quand je m'adresse à lui. Et quand vous dites les Marocains, il y a plusieurs ensembles au Maroc, et il y a des gens qui sont tout à fait prêts, encore une fois, à avoir la part d'universalisme qu'il y a dans mes films, et qui sont prêts à pas du tout se sentir blessés, acculés à travers mon cinéma, mais à comprendre que le cinéma, et d'ailleurs c'était tous les débats que j'ai eu autour de Touda, un peu partout dans le monde, tendaient vers ça. Ces personnes qui me disaient, mais en fait, la portée du chant de ces femmes, ce qu'elles racontent dans leur haïta, c'est quelque chose qui rejoint tout ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, donc ils se l'approprient dans ce sens-là. Et c'est vraiment en considérant ce public adulte que là, j'estime qu'il y a la possibilité de démarrer un débat. Et dans Razia, le cœur du débat, c'était le début du film, c'était la politique d'arabisation après post-protectorat et relancée à marche forcée au début des années 80, qui a eu tendance à éradiquer complètement les sciences humaines du parcours éducatif des jeunes Marocains et Marocaines, et quelque part donc d'effacer la diversité des expressions et la diversité culturelle de ce pays. Or, ce pays est fort parce que c'est une diversité culturelle, et probablement la plus grande, après le Congo-Kinshasa, diversité culturelle qu'il y a en Afrique. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, mais ça, c'est un sujet de fierté. Ce pays s'est construit à travers des millénaires sur un mélange d'identité, sur un mélange de culture, sur un mélange de religion. Et on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui même dans la Dalija, dans la langue marocaine. Et on le retrouve depuis 2011 dans la Constitution, là où à l'époque c'était quelque chose dont on ne parlait absolument pas. Moi, je me rappelle en 2002 quand j'avais créé la coalition marocaine pour la diversité culturelle et qu'on avait manifesté contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis, l'accord bilatéral avec les États-Unis, parce que la culture était considérée comme un bien comme un autre et sujet à une marchandisation, on s'était fait taper dessus à l'époque. Et puis, quelques années après, cette notion de diversité culturelle est rentrée, comme je disais, dans la Constitution, et aujourd'hui, enfin, elle s'expose. Voilà. Et quand on veut uniformiser une culture qui ne l'est pas, on prend le risque d'une forme d'implosion. Et c'était ça le sujet de Razia. En regardant vos films, on constate que la musique et le mouvement sont omniprésents et qu'ils sont d'une façon une source de libération pour vos personnages qui, en contraste, semblent étouffés dans une réalité qui est rude. Et on voulait s'intéresser déjà à la présence de la musique et des mouvements, et ensuite, quelle portée est-ce que vous voulez y donner dans vos films ? Alors, je me suis rendu compte assez vite que chez nous, il y avait beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à exprimer avec les mots, pour les raisons qu'on vient de discuter, parce qu'on n'a pas forcément la culture du débat, on a plus souvent la culture du jugement, et qu'on arrivait à exprimer avec le corps, avec le chant, avec la danse. Et je m'en suis rendu compte beaucoup, on va peut-être en parler tout à l'heure, dans les centres culturels que j'ai montés avec la Fondation Alizawa, dans les quartiers populaires, et j'ai vu alors, déjà, dans les cérémonies, les mariages, j'allais, je voyais des personnes qui étaient très tendues dans les rapports sociaux, dès qu'elles étaient assises en train de parler, et puis dès qu'ils se levaient, dès qu'il y avait une chikha qui prenait un micro, ou dès qu'il y avait X ou Y qui se mettait à chanter, là, le corps se déliait et le corps parlait. Mais dans ces centres culturels, encore plus avec des jeunes filles à qui on interdisait de monter sur une scène, et qui, à partir du moment où elles osaient monter sur une scène, elles se transformaient complètement. Et je me suis dit que c'était un vecteur extraordinaire pour libérer des personnages, dessiner des personnages et libérer des énergies. C'est pour ça que la danse, la musique, le chant est au cœur de certains de mes films, comme Whatever I Want,
dans lequel Machirim a joué, comme Everybody Loves Tuda ou comme Haut et Fort, effectivement, le film dont vous avez parlé tout à l'heure. Et c'est beau ce qu'il raconte, il faut les écouter. Dans Les Chevaux de Dieu, donc le film qui retrace la vie de quatre kamikazes, des quatre kamikazes du 16 mai 2003 à Casablanca, le contraste entre des moments de fraternité entre les différents personnages ainsi que la violence qui découle du film est assez saisissant et frappant. Est-ce que cette dualité de ces deux images est volontaire de votre part? Et si oui, qu'est-ce qu'elle apporte à vos films? Ce qui m'intéresse dans Les Chevaux de Dieu, c'est comment un enfant de 10 ans se transforme en bombe humaine. Voilà. Et je crois que ça doit intéresser beaucoup de monde. Je crois qu'on ne peut pas simplement, comme ça a été mon cas le 16 mai 2003, être choqué et aller manifester dans la rue et crier « plus jamais ça ». Je crois que ça c'est bien, évidemment, et c'est indispensable. Mais les victimes dans cette histoire, elles sont des deux côtés. Les victimes, c'est ceux qui ont perdu un proche, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont subi des traumatismes graves avec ces attentats, mais c'est aussi des gamins de 10 ans qu'on embrigade et à qui on vend du rêve. Et qu'on abandonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la société, à un moment, l'État abandonne les enfants dans des quartiers tels que celui de Sidi Boumen. Pourquoi la structure sociale, l'école ne joue plus son rôle, et la famille non plus ne joue plus son rôle, et comment ces gamins se trouvent dans un tel état de désespoir qu'ils vont en arriver à se faire sauter et à tuer avec eux des dizaines d'innocents. Et c'était d'autant plus interpellant pour moi que je connaissais bien ce quartier de Sidi Boumen. Parce qu'au mi-temps des années 90, je commence par tourner là-bas des documentaires sur le microcrédit. Je m'intéresse aux bidonvilles dans lesquels il y a des gens qui essayent de bricoler, d'avoir une forme de revenu, de subsistance. Et j'y retourne pour tourner le début d'Alizawa en 99. Toutes les 10 premières minutes du film se passent à Sidi Boumen, qui est d'ailleurs la colline qui est le point le plus haut de Casablanca. On voit la mer de Sidi Boumen. Et donc le 16 mai 2003, je suis choqué. Et je mets du temps, je mets des années à comprendre ce que je viens de vous dire, que les victimes sont des deux côtés dans cette histoire, et de retourner dans ce quartier, d'aller travailler avec les associations de quartier, d'aller écouter les jeunes qui ont connu ces kamikazes, et d'essayer de comprendre. Voilà. Et c'est le début d'un long processus qui trouve son accomplissement dans l'histoire que raconte le film. Vous dites au micro de Léa Salamé que pour porter des grands changements, on n'a pas besoin d'être une majorité. Est-ce que c'est votre mission en tant que cinéaste d'insuffler des grands changements en portant la voix des minorités qui en font leur combat? Je ne sais pas si j'ai une mission en tant que cinéaste, j'ai un devoir en tout cas, et mon seul devoir c'est de dire ce que je pense. En tout cas, c'est ce que j'estime être un devoir de sincérité, de ne pas mentir, de ne pas trahir, et de porter un regard, en tout cas toujours, même s'il peut être dur, parfois bienveillant. C'est pas forcément toujours compris, c'est pas forcément toujours simple, mais je crois que si j'ai décidé à un moment de m'exprimer à travers le cinéma, c'est que je pensais que le cinéma pouvait être un vecteur pour toucher les cœurs, pour toucher les consciences. Gisèle Halimi disait « Ne vous résignez jamais ». Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à ne jamais vous résigner? Je crois que c'est cette conscience très forte que, ce que vous venez de dire juste avant, mademoiselle, qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux pour insuffler les changements. Au contraire, on peut être une toute petite minorité. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder l'histoire du monde. Les changements les plus profonds ont été faits par des minorités. Les inventions les plus folles sont le fruit d'une ou deux utopies, folies, croyances, c'est selon, en fonction de là où on se place. Et
Et je pense que, encore une fois, mon énergie et mon moteur, c'est ce lien très puissant que j'entretiens avec le Maroc. La conscience que ma place, elle est là-bas, en tout cas tant que j'ai la possibilité de m'exprimer librement. Et c'est une des spécificités de notre pays par rapport à d'autres dans la région, c'est de permettre à ces artistes de s'exprimer. Et qu'à ma manière, comme beaucoup d'autres, comme des vrais héros, eux je les considère comme des vrais héros de la vie de tous les jours au Maroc, des femmes, des hommes œuvrent pour le bien de ce pays, à tous les niveaux, toutes les strates de la société, et je les rencontre, et je les admire. Ben, à mon niveau, à moi, aussi en tant que citoyen, en tant que réalisateur, j'ai aussi une pierre à apporter. Justement, ça fait une belle transition vers notre dernière partie, où on va s'intéresser à votre engagement citoyen, à votre travail de production au Maroc, à Casablanca, avec Ariel Productions, que vous dirigez. Vous produisez des séries pour 2M, où donc je vous ai invité dans la télé marocaine, dans les salons marocains. Et en tant que spectateur et spectatrice, on remarque que de nouveaux sujets investissent la télé marocaine, comme dans Darinsa, où il y a les thématiques de l'inceste familial, du viol conjugal qui sont abordées. Est-ce que vous pensiez ça possible, à votre installation au Maroc, qu'on puisse aborder ces sujets-là dans la télé? Alors, c'est pas la première chose que j'ai faite en créant Ariel Productions en 99. C'est une boîte qui a 25 ans maintenant, et en m'installant au Maroc, la première chose que j'ai faite, c'est Alizawa. Parce qu'il fallait une boîte marocaine pour coproduire le film, et schéma de production, c'est ça, c'est plusieurs pays, plusieurs boîtes, et donc j'ai créé cette société pour coproduire Alizawa. Et ensuite, comme j'avais tourné avec mes premiers courts-métrages, et notamment Les Pierres Bleues du désert, un peu partout au Maroc, parce que je tenais à aller à la rencontre de cette jeunesse, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui m'ont dit on aimerait faire du cinéma comme vous, dans des régions un peu reculées parfois, mais on ne sait pas comment. Et effectivement, je n'avais pas de réponse à leur donner. Et là, je me dis, je vais transmettre. J'avais 29 ans à l'époque. Bon, je n'étais pas non plus un vieux sage. J'étais encore Mokhri Chab, comme il disait. Mais j'avais cette obsession de la transmission. Et j'ai compris plus tard, évidemment, qu'elle venait de cette MJC de Sarcelles, de ces éducateurs sociaux, qui m'ont appris beaucoup de choses, et de mes profs. Et donc, j'ai créé un prix qui s'appelle le prix Mohamed El-Gheb, en hommage à un cinéaste que j'admirais. Et chaque année, je permettais à 2 jeunes réalisateurs de produire leur premier court-métrage. Et puis ensuite, ça n'a pas arrêté. J'ai travaillé en collaboration avec des fondations comme la Fondation ONA, avec la fac de Benxic, Sidi Atman, avec d'autres entités, pour toujours transmettre. Tout ce que je savais, il fallait que ça sorte, et surtout, cette jeunesse, il fallait la former, il fallait former les esprits, leur regard, à travers toutes ces initiatives. J'ai créé une film-industrie également, qui a permis à beaucoup de jeunes réalisateurs et réalisatrices aujourd'hui, qui font les belles heures de la télé, du cinéma, de s'exprimer pour leur premier film, dans cette idée qu'un savoir n'est pas fait pour être gardé, loqué, un savoir est fait pour aller d'une personne à une autre. Et donc, c'est ce qui m'a motivé. Ensuite, effectivement, il a fallu trouver un modèle économique pour la société vive. Et donc, ce modèle, ça a été la télévision et les séries télé, et documentaires, d'ailleurs, fiction et documentaires. Donc, au documentaire, évidemment, des films ancrés sociétalement qui racontent certains pans du Maroc. Et puis, en fiction, des séries populaires qui passent à des heures de grande écoute, en ayant chaque fois en tête la volonté de mettre en agenda un sujet, comme dans Darinsa, par exemple, la dernière série que vous avez citée, tout en restant ouvert sur un très grand public, parce qu'évidemment, l'approche cinéma n'est pas du tout l'approche télé. Le fait d'aller au cinéma est un acte volontaire, alors que la télé rentre dans nos foyers. Et justement, est-ce que vous pensez qu'en produisant, par exemple, ce type de feuilletons qui sont diffusés dans les foyers marocains, on peut toucher justement plus de gens et justement briser cette barrière économique du cinéma, du ticket de cinéma, et donc de toucher le plus de personnes possible et avoir un effet plus grand?
Ah bah, je pense, parce que la télé a quand même cette super puissance de pénétrer l'ensemble de la population, des millions et des dizaines de millions de gens. Et à partir du moment où on sait comment l'approcher, l'appréhender, leur parler, oui, bien sûr. Surtout qu'il y a des gens très intelligents qui dirigent la télé marocaine et qui permettent justement ça. En 2014, vous fondez la Fondation Alizawa, qui est un acteur culturel national et qui a vocation à insérer les jeunes dans les thématiques de la culture. 6 centres répartis dans tout le royaume, plus de 4000 bénéficiaires directs par an, 250 artistes dénichés. Qu'est-ce que tout cela vous évoque? Une grande fierté, un bonheur et mon enfance. Parce qu'en fait, la Fondation Alizawa, je l'ai créée en 2009, pour être précis, il y a 15 ans, sans savoir véritablement ce que j'allais en faire. Je savais que j'avais envie d'être dans le give back, comme disent les Américains, de rendre ce qu'on m'avait donné. Mais pendant quelques années, j'ai cherché à, avant tout, faire des enquêtes, des sondages, pour être à l'écoute des besoins de la jeunesse marocaine et de ne pas remarcher sur les mêmes plates-bandes que d'autres. Et donc, j'ai lancé des équipes, et ça n'est vraiment qu'avec les Chevaux de Dieu, en sortant de ce film, que j'ai appelé mon ami Mahi Bin, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Les Étoiles Sidi Moumen, dont je m'étais inspiré librement pour adapter le scénario des Chevaux de Dieu. Et je lui ai dit, écoute, mec, t'as fait un bouquin, moi j'ai fait un film, faut pas qu'on parte de ce quartier comme ça, sans rien laisser, sans laisser une trace. Et cette trace, ça allait être cette reproduction du centre de mon enfance. Tout simplement. Version 2.0. Il y avait plein de lieux vides à Sidi Moumen, parce qu'on est très fort pour construire des lieux et se demander après qu'est-ce qu'on va y mettre. Et donc je suis allé voir le gouverneur, j'ai dit, vous avez une grande maison là, je suis allé la visiter, et il s'y passe rien, elle est fermée depuis des années, prêtez-la moi et je vais en faire quelque chose. Et il m'a dit banco, un gars brillant, vraiment, on a des grands serviteurs de l'État dans ce pays, il faut leur rendre hommage, parce que ils sont quelques-uns à se battre et à faire confiance à la société civile. Donc avec Marie, on a organisé une grande vente aux enchères, on a appelé tous nos copains peintres, sculpteurs, pendant une nuit, et on les a braqués. On leur a dit, tu vas nous donner une œuvre, et on va avec ça organiser une vente aux enchères. Et on a récolté 2 millions et demi de dirhams, un truc comme ça. Et avec ça, je suis retourné voir le gouverneur et je lui ai dit, maintenant, vous avez un lieu, j'ai l'argent, on va s'entendre, prêtez-moi le lieu et évaluez-nous tous les ans. Et si vous pensez qu'on fait du bon travail, on renouvelle le bail, sinon on s'en va. Et ça date depuis maintenant 10 ans. Et dans ce lieu, il se passe des choses extraordinaires. Donc, ça s'appelle le centre Les Étoiles Sidi Moumen. Nos jours, il y a des centaines de gamins, 300, 400 la première année, 1000 au bout de 3 ans, qui viennent apprendre à raconter le monde et à raconter leur propre récit à travers les arts et la culture, et à se forger un point de vue. Et au début, il y avait 90% de garçons, 10% de filles, parce qu'elles n'osaient pas, les parents ne les laissaient pas, la famille, c'était contraignant. Aujourd'hui, il y a 55% de filles, 45% de garçons. Et il y a des bébés qui ont été faits un peu partout. On a ouvert ensuite un deuxième centre à Tanger, puis à Fès, puis à Agadir, puis à Marrakech, puis encore un autre centre à Tanger. Maintenant, on a 2 centres à Tanger. Il y a 1 an, j'ai décidé d'ouvrir une académie de formation des formateurs. C'est tout le personnel encadrant, les médiateurs culturels, les directeurs de centre. Il n'y avait pas de lieu où les former. Et c'est la première académie sur le continent africain qui forme au métier de la culture, donc à la médiation culturelle. On a créé une plateforme qui s'appelle Digitali, qui permet à des jeunes d'apprendre à travers du e-learning culturel, là où il n'y a pas de centre présent sur le territoire marocain. Voilà, donc avec cette fondation, vraiment, il y a cette envie de volonté d'encourager la mixité des sexes, la mixité sociale, d'essayer de briser les murs invisibles
qui font qu'il y a différentes catégories de la population qui se croisent mais qui se rencontrent jamais. Et on essaye. On essaye et il y a de très belles réussites, il y a des success stories, il y a des gamins qui sont sortis de ces centres, qui sont devenus des comédiens, des comédiennes, il y en a d'autres qui ont signé chez Universal, dans des grands labels, et qui ont monté des groupes de musique, il y en a qui sont devenus des influenceurs célèbres. Enfin voilà, il se passe de très très belles choses, et il y a surtout au-delà de ces réussites, il y a des réussites du quotidien avec des jeunes qui, enfin, là où ils n'avaient absolument aucun lieu où ils pouvaient s'exprimer, laisser sortir, comme moi quand j'étais gamin, des endroits, leur petit îlot à eux, et des endroits où ils peuvent, en toute liberté, apprendre aussi à s'aimer, apprendre à aimer ce pays, et pas avoir toujours ce rêve de vouloir partir sur une barque à l'étranger, de risquer leur vie, de briser un destin, et qui avait, à partir du moment où on arrivait à transformer la rage et la colère en une énergie positive, il y avait un champ des possibles qui s'ouvrait pour eux. Vous avez cité donc un grand nombre de projets, notamment le dernier étant Digitali. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou futurs, toujours dans ce cadre associatif, culturel? On est en train d'essayer de développer l'activité de médiation culturelle avec la Fondation en termes d'ingénierie culturelle, parce qu'on trouve qu'il y a trop de lieux, de musées, de lieux de patrimoine, comme le Volubilis, c'est des lieux qui ont marqué l'histoire du pays, qui ne sont pas assez racontés à notre jeunesse, parce qu'il manque la médiation culturelle. Donc, il y a des classes qui viennent, qui visitent, même des adultes, et puis qui rentrent et qui regardent des choses, mais il n'y a pas tout le travail de mise en agenda et de médiation culturelle autour. Donc ils en ressortent pas suffisamment nourris par rapport à la visite qu'ils ont faite. Et sans ce travail de médiation culturelle, il n'y a rien. Donc, on a commencé à lancer une branche médiation culturelle avec la Fondation Alizawa, et le premier partenaire avec lequel on a signé un contrat d'accompagnement, un partenariat, c'est la Fondation des Jardins Majorelle. C'était il y a un mois ou deux, qui gère donc le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, les Jardins Majorelle et le musée Berbère Pierre Berger. Et donc la Fondation Alizawa maintenant est en charge de toute la médiation culturelle de ces lieux. Et on est en train de développer cet axe avec d'autres lieux muséaux et patrimoniaux au Maroc. Merci pour ces éléments de réponse. On va passer à un petit jeu qui s'appelle le oui ou non. Vous allez donc répondre oui ou pardon. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Avez-vous déjà regretté un film? J'ai pas compris. Avez-vous déjà regretté un film? Regretter un film, non. Avez-vous déjà dû compromettre votre vision artistique pour plaire aux financeurs? Jamais. Avez-vous déjà reçu des menaces à cause de vos films? Oui. Le cinéma est-il plus puissant que la politique pour provoquer le changement? Alors ce serait prétentieux de dire oui, mais c'est ce que je pense. Sarcelles était votre ville préférée d'Île-de-France? Est-ce que Sarcelles était ma ville préférée de France? Non. Les récompenses définissent-elles le succès d'un film? Les récompenses? Définissent-elles le succès d'un film? Non. Non, alors là, vous allez me permettre d'élaborer un petit peu. Les récompenses, c'est donné par un jury de 5 personnes. Et forcément, très subjectif. Et on est très heureux de recevoir des prix. Mais la vraie récompense, pour moi, c'est la rencontre avec le public. Vos films ont-ils eu plus d'impact international qu'au Maroc? Je crois pas. Avez-vous regardé Alizawa plus de 100 fois? Non, je regarde jamais mes films. Y a-t-il un sujet tabou que vous ne traiterez jamais dans vos films? Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, c'est ça le problème. Donc non. Mais en même temps, j'ai peut-être une notion de l'interdit qui est particulière, on va dire. Le Maroc peut-il devenir le leader du cinéma africain? Oui, il est un peu en train de le devenir déjà, et je pense qu'il a des atouts pour. Les critiques de Much Love sont-elles justifiées?
critique, mais je pense que comme toutes les critiques, certaines doivent l'être, oui. Avez-vous déjà culpabilisé d'avoir donné un rôle risqué à un acteur? Non. Avez-vous menti lors de cet entretien? Avez-vous quoi? Avez-vous menti lors de cet entretien? Non. Non. Heureuse de l'apprendre. Merci beaucoup pour vos réponses à ce jeu. Bienvenue. Avant de clôturer la conférence, on va vous inviter à visionner la bande-annonce de Everybody Loves Tuda, qui peut-être... Voilà. نروح تتفاجئوا تهاون وتجي معايا قفا انا جايه نسوي ماشي باش تهاون الجوع انا في السرابع حيما السيتيرنا ديالو انا ماشي قهبه كنغني كاع الشيخات المواصلات دازو لكازا تما نقدر نغني في القاعات الكبار معلومة كيف الدار البيضاء كيما أحسن لي من الهروبية بغيتو يتعلم يقرا ويكتب بلا يدير مستقبلو وحتى انا فاش غنلقى الدار غنجي نديك معايا يلا حطيت رجلي في الدار البيضاء باين شافكم يدخلوا في الدنيا من السما صالة كبيرة كيجيو بيها غير الذواقة ما بغيتش غير الفلوس بغيت نكون شيخة ديال بصح Comme pour l'introduction, vous avez un court droit de réponse à cette bande-annonce. Un droit de réponse à une bande-annonce, c'est compliqué. Non, ben, je suis évidemment heureux de voir le film enfin sortir ici, en France, en Europe, mercredi prochain. Comme je ne vous l'ai peut-être pas dit, il est sorti au Maroc mercredi dernier, après le Festival de Marrakech, il y a eu une sortie nationale. Et c'était très beau de pouvoir rencontrer toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes venus témoigner de ce que le film leur procurait, et notamment cette Chira qui est venue vers moi et qui m'a dit des mots très doux. Voilà, j'espère que le film va continuer à rencontrer son public. Moi, j'étais content aussi de venir vous voir, de venir à votre rencontre aujourd'hui. On n'a pas demandé à la salle si elle avait des questions, c'est pas prévu qu'ils posent des questions. Alors vous allez me donner 30 secondes, je reviens et on va démarrer les questions.